Après la galerie et la chapelle, entrons dans la tour de ce vaste monument. Alors, au cours de la montée de la tour, nous pouvons voir sur un palier deux grandes photos originales qui donc reflètent l'ossuaire provisoire donc, qui était à la garde et à la charge du chanoine Ferdinand Noël. Les premiers ossements ont été trouvés et mis dans les cercueils et entreposés là en attente. Alors, à mi-hauteur de cette tour se trouve le musée de l'ossuaire avec différentes vitrines où se trouvent entreposés des objets, du matériel et surtout le portrait de Monseigneur Ginisti, décoré de la Légion d'honneur en novembre 1918. Nous sommes à mi-parcours de la tour et lorsqu'on regarde vers le haut, cela nous donne finalement la grandeur de ce gigantesque monument. Alors nous arrivons, si je puis dire, au point culminant de la tour où nous pouvons avoir une vue panoramique sur le champ de bataille de Verdun. Alors la tour où nous sommes actuellement, du moins dans sa partie haute, le dernier étage, est dotée, comme on peut s'en apercevoir, de 4 phares, mais finalement qui n'en feront qu'un, et qui illuminent le champ de bataille en couleur blanche et rouge le jour de grandes cérémonies, du moins à la tombée de la nuit. Bien, non seulement il y a un phare en haut de la tour, mais nous avons également un bourdon qui pèse environ 2 tonnes et qui a été coulé en 1927 dans les aciéries Bollée d'Orléans, pour être acheminé ensuite ici jusqu'à Verdun, du moins jusqu'à son emplacement. Elle a traversé plusieurs localités, dont Château-Thierry notamment, et dans chaque localité, la ville ou le moindre village était tenu donc d'effectuer une petite cérémonie en son honneur, car ce bourdon se nomme le bourdon de la victoire. Alors, sa mise en place effectuée ici, ce bourdon a été baptisé le 7 septembre 1927 par Monseigneur Ginisti, en présence de plusieurs autorités religieuses, civiles et militaires. Donc, Madame de Polignac, dès le début, donc, faisant partie du comité d'organisation de la construction de cet édifice, a usé de son influence et de son réseau pour justement engranger, si je puis dire, moult subventions et moult deniers pour aider à la construction de l'ossuaire. Cette Madame de Polignac n'est autre que la fille de Monsieur et de Madame Pommery, les vignerons bien connus dans le Champenois. Et pour terminer sur ce magnifique bourdon, sachez qu'il sonne tous les jours à midi et à 18 heures. Regardez face à vous cette petite zone où se trouvent des sapins dressant leurs cimes. Souvenez-vous de la tour, nous avons filmé ce groupe de résineux qui est l'emplacement de l'ossuaire provisoire avant la construction de celui qui se trouve derrière moi. Cet ossuaire provisoire était gardé jour et nuit, 24 heures sur 24, par le chapelain Ferdinand Noël. Le 17 septembre 1927, 52 cercueils furent acheminés par la petite route que vous voyez ici, donc jusqu'à l'ossuaire,
Pourquoi 52 cercueils? Tout simplement parce que ça correspondait aux 52 secteurs du champ de bataille de Verdun. En présence d'une foule assez immense, puisqu'il s'agissait de 30 000 personnes qui sont venues assister à cette grande cérémonie donc de transfert de ces corps de nos braves poilus. En même temps que la construction de l'ossuaire, fut construit également l'abri des pèlerins qui est face à vous et qui ne cessera depuis, disons, sa construction à être modifié quelque peu selon les propriétaires, le changement de propriétaire. Derrière moi se trouve également le presbytère où était logé l'aumônier de l'ossuaire. Alors on peut s'apercevoir finalement que les pierres ayant servi à la construction soit de l'abri des pèlerins ou du presbytère qui se trouve derrière moi sont pratiquement, voire même les mêmes qui ont servi à la construction de l'ossuaire. Alors nous sommes dans la nécropole nationale de Fleury, qui a été donc édifiée en rapport à la construction de l'ossuaire. Le début de son aménagement ici, dans cet endroit où il n'existait aucun cimetière à l'époque, a débuté en 1923. Il a été inauguré le 23 juin 1929. Cette nécropole a été inaugurée donc par le président de la République, Doumergue. Mais sachez que cette nécropole a continué à être aménagée jusqu'en 1936. Elle regroupe à l'heure actuelle quelques 16 142 tombes, dont 599 musulmans. Quand je dis 16 142 tombes, c'était le chiffre officiel voilà quelques années. Mais comme nous retrouvons encore des corps enfouis dans le sol de ce champ de bataille, ne sont pas inhumés à l'ossuaire désormais, mais inhumés ici, dans cette nécropole. Donc nous avons à l'heure actuelle un peu plus de 16 142 tombes. Alors la décision d'instituer des nécropoles nationales pour rassembler tous les corps ayant participé à un secteur d'un champ de bataille quelconque, que ce soit la Somme, Verdun, l'Artois ou ainsi de suite. Donc, c'est suite à une loi votée le 31 juillet 1920 qui ordonna, pour ainsi dire, l'édification d'une nécropole nationale où tous les combattants morts au combat, mortellement blessés ou morts suite aux blessures de guerre pendant le conflit avaient droit à une sépulture individuelle. Lorsqu'on lit sur les croix, quelle que soit d'ailleurs la confession du soldat, nous pouvons lire « Mort pour la France ». Alors c'est une loi qui a été votée le 2 juin 1915 qui institue donc que tous les soldats de ce premier conflit mondial seraient morts pour la France. Ça n'existait pas auparavant. Pendant la guerre de 1870-71, on ne trouve pas de plaque « Mort pour la France ». Donc c'est bien cette loi du 2 juin 1915 qui statue sur cette décision. Ce n'est pas non plus pour faire, disons, un acte sentimental, c'est pas ça. Mais ce mort pour la France donne droit à pension aux veuves, aux ayants droit, bien sûr en relation avec le grade du soldat qui a été tué ou décédé. Alors la particularité de cette inscription « Mort pour la France », après-guerre, on ne la retrouvera pas sur les tombes
des soldats mosellans et alsaciens. Ils combattaient dans les rangs allemands. On trouvera sur les monuments communaux dédiés à leur mémoire une inscription « Mort à la guerre ». Pour la construction de l'ossuaire, il a bien fallu choisir un emplacement. Suite à plusieurs sites sur le champ de bataille proposés, c'est le maréchal Pétain qui a tranché et qui a décidé que l'ossuaire qui est derrière moi soit construit à cet endroit. Pétain, ce grand soldat de 14-18, a toujours dit et écrit dans son testament militaire qu'il désirait être inhumé parmi ces poilus de Verdun. Et l'endroit que vous avez donc ici devant vous, cet emplacement gazonné, toujours entretenu d'ailleurs en arc de cercle, est supposé donc être pour recueillir les cendres de Pétain, du moins son corps, mais l'histoire en a décidé autrement.